Salut à tous, dans cette vidéo, je vous propose de débunker quelques-uns des mythes les plus tenaces du poker. Concrètement, même si avec le temps et les avancées technologiques on tend à avoir de plus en plus de réponses à nos questions, il reste encore quelques croyances populaires qui ont la vie dure et qui sont encore bien trop souvent véhiculées sans la moindre remise en question, et on va s'atteler aujourd'hui à démonter tout ça. Donc, on va directement s'attaquer à un gros morceau avec les profits en Big Blind par 100 mains. Si vous demandez à un joueur combien il génère de profits aux tables, il est très fort probable qu'il vous réponde quelque chose du style « je génère X Big Blind par 100 mains » et ça vous paraîtra tout à fait normal. Car après tout, c'est presque une coutume dans le poker d'évoquer son win rate en Big Blind par 100 mains. Le problème, c'est que la question de base, c'était pas quel est ton win rate, c'était combien tu génères de profit aux tables. Et même si en soi, le win rate en Big Blind par 100 mains est une façon d'évoquer les profits générés aux tables, ce n'est pas la seule façon de le faire. Et ce n'est probablement pas la meilleure façon de parler de ces profits. Car concrètement, si je vous dis que je fais du 12 Big Blind par 100 mains, vous allez de suite vous dire que je suis un top reg. Mais à mon sens, il manque quand même quelques informations essentielles, à savoir sur quel volume, à quelle limite et sur combien de temps. Car si maintenant je vous dis que je fais du 12 Big Blind par 100 mains sur 80 000 mains en NL5 sur les 400 dernières heures jouées au cours des 5 derniers mois, bon, en termes d'impact, on va dire que ça n'a plus du tout le même effet. Car concrètement, ça fait du 480 € sur les 5 derniers mois, soit 96 € par mois, et ça représente un taux horaire de 1,20 € de l'heure. Alors en soi, 12 Big Blind par 100 mains, c'est très bien. Ça prouve probablement que le joueur en question est un joueur gagnant sur sa limite. Et encore que sur 80 000 mains, affirmer qu'on en est sûr à 100%, c'est mal connaître la variance. Mais même si ça permet de déterminer si un joueur est gagnant à une certaine limite, c'est probablement pas le moyen le plus efficace pour parler de ses profits. Un moyen bien plus efficace et précis d'exprimer ses profits aux tables est de parler en termes de taux horaire. Car je suppose que la majorité d'entre vous, si vous jouez au poker, c'est pour gagner de l'argent. Alors vous me direz que si vous faites la conversion des Big Blind par 100 mains, on obtient aussi une somme d'argent. Mais le gros problème du win rate, c'est qu'il ne prend pas en considération le temps. Bizarrement, d'un côté, en tant que joueur sérieux, on se bat pour revendiquer le fait que le poker est un vrai travail. Et de l'autre, quand on parle de travail, au sens propre, on évoque presque toujours le salaire en termes de taux horaire. Donc pourquoi dans le poker, on ferait différemment? Mon conseil ici, c'est de vous dire d'arrêter de penser en termes de Big Blind par 100 mains et commencer à réfléchir en euros de l'heure. Vous verrez que ça va changer votre vision des gains. Et si d'aventure vous souhaitez vous lancer à plein temps dans le poker, vous aurez une base de comparaison solide à opposer à votre salaire actuel dans le travail. Car on compare seulement ce qui est comparable et donc on peut comparer des taux horaires seulement avec des taux horaires. Autre idée couramment admise dans le même registre, c'est qu'on se doit absolument d'être un joueur gagnant pré-rackback. Encore une fois, c'est complètement faux. Car ce qui compte avant tout, c'est le montant total de vos profits. De plus, être un joueur perdant pré-rackback ne signifie pas nécessairement être un mauvais joueur, ou même perdant tout court. Car c'est intimement lié au prélèvement initial de la room et à la population. En d'autres termes, un joueur peut très bien être gagnant sur une room et perdant sur une autre, juste parce que le rack y est plus élevé, ou que la population y est meilleure. Mais là encore, l'idée reçue, c'est que peu importe l'environnement, on devrait absolument générer un win rate positif. Et pour ça, je vais vous donner un exemple assez simple. On va prendre deux joueurs. Le premier ne génère pas de profit aux tables pré-rackback. Mais post-rackback, parce qu'il a un très bon deal, se retrouve avec 3 Big Blind par 100 mains de win rate. Le deuxième joueur, quant à lui, est un joueur gagnant pré-rackback à environ 2 Big Blind par 100 mains, mais lui n'a pas de bonus de rackback. Donc en d'autres termes, son win rate, c'est 2 Big Blind par 100 mains. Que ce soit pré-rackback ou post-rackback, c'est la même chose, puisqu'il n'a pas de deal. Vous voyez donc ici qu'à variable égale,
Donc si les deux joueurs jouent les mêmes limites, le même nombre de mains, le même temps de jeu, etc., le joueur 1 qui est perdant pré-rackback est en fin de compte celui qui génère le plus de profit, puisqu'à la fin, il génère 3 big blinds par 100 mains post-rackback. Donc même s'il n'ira probablement pas poster son graphe sur les réseaux sociaux pour brag, il génère plus de profit que le joueur gagnant pré-rackback. Après, à vous de voir si vous préférez simplement être un joueur gagnant pré-rackback pour dire que vous êtes gagnant, ou si vous préférez tout simplement faire plus de profit. Personnellement, il me semble que ce qui compte le plus au poker, c'est de faire des profits. Parce que peu importe à quel point vous êtes bon, si vous faites systématiquement moins de profits qu'un joueur moins bon, dites-moi à quoi ça sert d'être meilleur. Est-ce que du coup, on peut vraiment se considérer comme meilleur? Car on est peut-être meilleur techniquement, mais l'autre joueur a peut-être simplement une meilleure logistique. Ce qui fait qu'il génère plus de profits. La vraie question, c'est est-ce que la technique est la seule variable permettant de déterminer si on est meilleur ou moins bon? Et ça, je vous laisse le soin d'en juger par vous-même. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est aussi largement admis, mais cette fois-ci par un manque de compréhension générale, 3 bêtes plus qui permettraient de payer moins de racks. Encore une fois, c'est complètement faux. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder sur votre tracker le rack que vous payez lorsque vous faites un 3 bêtes. Alors concrètement, je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet, mais je vais essayer de faire court. Tout d'abord, il faut comprendre le fonctionnement du rack et son impact sur les ranges qu'on devrait jouer. Le premier constat de base, c'est que plus de rack doit nous faire jouer une range plus tight. Donc généralement, comme le rack est plus haut sur les limites plus basses, c'est ces limites-là qui vont être impactées le plus. Autre chose, le rack impacte principalement la range de call. Si vous comparez la range de RFI ou de 3 bêtes par exemple, vous verrez que la différence n'est pas énorme entre un environnement avec peu de rack et un environnement avec plus de rack. Quelques pourcents tout au plus. Maintenant, si vous regardez la range de call-call, selon le rack, la différence devient considérable. Et comprenez bien ici que même si la théorie montre que dans les environnements plus rackés, on devrait moins call, cela ne signifie pas qu'il faut 3 bêtes beaucoup plus agressivement. Concrètement, c'est la range de fold qui doit augmenter. On doit juste folder plus. Donc on ne paye pas moins de rack si on 3 bêtes plus. Et de manière générale, au plus on 3 bêtes agressivement, au plus on paye de rack. La seule raison qui fait que la fréquence de 3 bêtes augmente légèrement, c'est que le lever du call de certaines mains diminue et que le lever du 3 bêtes de certaines mains devient maintenant supérieur à lever du call. Donc on va préférer prendre le 3 bêtes, mais ce n'est pas du tout parce qu'on paye moins de rack. Et pour ceux qui vont me dire, oui mais si l'adversaire fold de pré-flop, alors on ne voit pas le flop, et donc on ne paye pas de rack. Je répondrai qu'effectivement on ne paye pas de rack quand il fold de pré-flop, mais on en paye beaucoup plus quand il colle. Donc l'un dans l'autre, on ne paye pas moins de rack. Et si en théorie on 3 bêtes légèrement plus, c'est pour la simple et bonne raison que cela génère une meilleure EV. Donc augmenter drastiquement sa range de 3 bêtes dans l'idée de payer moins de rack est une erreur. Et pour ceux qui diraient encore que c'est quand même meilleur car du coup on va jouer en étant l'agresseur post-flop et donc que c'est plus facile à jouer, je répondrai encore une fois que c'est effectivement plus facile à jouer avec une main légitime. Mais si vous augmentez énormément vos 3 bêtes pour ne pas payer de rack, vous allez devoir fold beaucoup plus versus les 4 bêtes et vous allez devoir jouer en tant qu'agresseur mais avec une range beaucoup plus large et donc beaucoup plus weak, qui sera donc plus difficile à manœuvrer, ce qui signifie, l'un dans l'autre encore une fois, que ça ne vaut pas le coup. D'autant plus que même si la fréquence de 3 bêtes ne change pas des masses en théorie quand on joue dans un environnement avec plus de rack, la distribution de notre range de 3 bêtes, elle, est censée changer considérablement. Donc si vous élargissez votre range de 3 bêtes et en plus gardez la même distribution juste élargie, c'est d'autant plus une erreur. Maintenant, si vous justifiez que les adversaires vont trop fold versus un 3 bêtes et pas assez 4 bêtes, ou trop fold post-flop dans les pots 3 bêtes, ce qui rend vos bluffs plus profitables que call ou que fold, alors ok. Mais la raison du coup, c'est qu'on 3 bêtes en exploit, et plus qu'on 3 bêtes parce que ça génère moins de rack.
Donc les seuls vrais ajustements qui devraient être attribués au rack sont de call beaucoup moins, de fold beaucoup plus et de 3 bêtes légèrement plus. On va s'attaquer maintenant à un autre mythe, celui de la redline. La redline est un sujet assez récurrent sur lequel on entend un peu tout et n'importe quoi. Mais de manière générale, il est souvent admis que si on a une redline qui grimpe en flèche, on est un bon reg bien aggro, et si on a une redline qui descend, on est un reg ABC plutôt passif. Alors même si en soi, quelque part, la redline traduit un peu ce côté agressif versus passif, et même si c'est vrai qu'à haute limite, les redlines des meilleurs joueurs tendent à être positives ou break-even, dire qu'avoir une redline qui touche le plafond est synonyme de reg aggro qui crush est complètement faux. Pour preuve, les calling stations ont aussi des redlines très positives et pourtant ce sont de gros fiches. Même chose, dire qu'avoir une redline qui descend est synonyme de reg ABC trop passif est complètement faux. Pour preuve, les bots GTO ont des redlines qui descendent, ce qui démontre qu'avoir une redline descendante est théoriquement tout à fait correct. Donc déjà, la première question à se poser, c'est d'où vient cette idée que redline égale crusher. Alors bien évidemment, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais j'imagine que c'est probablement dû au fait que naturellement, les joueurs ont plutôt tendance à avoir une redline négative, ce qui s'explique souvent par un jeu qui est orienté value, et qu'il est donc plus difficile, ou en tout cas de manière naturelle, d'avoir une redline qui grimpe. Ce qui sous-entend que pour avoir une redline au moins break-even, il faut avoir bossé le jeu un minimum et aller contre les tendances naturelles. Même si en soi, c'est pas vrai pour tout le monde. Certains joueurs sont naturellement plus calling station et plus aggro que d'autres. Autre chose, la plupart des joueurs avec des super redlines sont des joueurs de high stakes. Donc on aurait facilement tendance à associer ça au fait que pour jouer en high stakes, il faut une redline qui grimpe. Or, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est parce que c'est les high stakes qu'il y a moins de fiches CS et donc plus de fold. Les sommes sont aussi plus importantes, ce qui tend aussi à faire augmenter les folds, et les joueurs sont meilleurs de manière générale, donc plus à même de trouver des gros bluffs et des gros folds. Donc c'est plutôt la redline qui est la conséquence de la limite et non l'inverse, à savoir la limite qui serait la conséquence de la redline. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la redline, c'est surtout une histoire de style de jeu. Alors bien évidemment que dans tous les cas, il faut travailler son jeu pour faire en sorte que la redline descende le moins possible, mais concrètement, il arrivera à un certain point où faire monter sa redline ne sera plus de l'extra value. Je m'explique. Ce qui se passe à un certain point, c'est que pour faire monter la redline, on va échanger de la blue line. Pour donner un exemple extrêmement simple, histoire de bien comprendre le principe, disons qu'on se retrouve sur la river avec une main qui gagne 100% du temps au showdown quand on check. Et disons que si on mise, vilain va folder 100% de sa range et on en est sûr. Le résultat, c'est que check ou bet génère exactement la même EV. Mais le joueur qui aura tendance à bet avec sa main qui gagne 100% du temps au showdown aura une red line qui monte et une blue line qui ne bouge pas. Tandis que le joueur qui va plutôt prendre le check dans la même situation va générer exactement la même EV, mais lui aura ici une blue line qui monte et une red line qui stagne. Donc tout ça pour vous montrer que deux plays peuvent avoir exactement la même EV, mais favoriser une line ou l'autre. Et ce qui se passe bien souvent avec les joueurs qui ont une red line extrêmement haute, c'est qu'ils vont avoir tendance à faire des erreurs de merging. Autrement dit, ils vont transformer en bluff des mains qui en réalité ont probablement suffisamment de showdown value pour pouvoir être menées à l'abattage. Ce qui se traduit par une red line qui monte énormément, mais une blue line qui du coup monte moins. Et même si concrètement l'EV général du play peut être la même, la conséquence c'est que dans un cas la red line monte et dans l'autre c'est la blue line qui monte. Et c'est la même chose pour les bluff catch. Imaginons une situation où l'EV du bluff catch est égal à 0. Celui qui va bluff catch 100% du temps ne perdra pas et ne gagnera pas, mais sa red line va rester stable. Alors que celui qui va fold 100% du temps dans la même situation
sera lui aussi break-even, mais lui par contre, sa red line baissera fortement. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui compte avant tout, c'est de maximiser ses profits, peu importe le moyen. Et qu'au final, la red line, à un certain point, c'est surtout une question de style et de profil naturel. Et que même si sur le graphe, une red line qui monte, ça fait beau, c'est pas nécessairement mieux qu'un graphe avec le même win rate, mais avec une red line moins bonne. Enfin, un mythe extrêmement populaire et quasiment érigé au rang de vérité absolue, qu'il ne faut surtout pas remettre en question, c'est celui des limps qui est égal à fiche. En gros, les limps, c'est proscrit pour les joueurs réguliers. Déjà, plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que la majorité des joueurs confondent tout et on va mettre ça au clair tout de suite. Open limp n'est pas la même chose qu'over limp, qui n'est pas la même chose non plus que complete et qui n'est pas la même chose qu'over complete. Je m'explique à ceux pour qui je viens de parler chinois. Les open limp, c'est quand on est le premier joueur à rentrer dans le coup et qu'on le fait avec un call. Donc on a just call, la grosse blinde. Over limp, c'est limper, donc just call pré-flop dans un pot qui n'a pas encore été relancé, mais cette fois-ci après qu'un joueur est déjà limp. Donc on n'est pas le premier limp, on est le deuxième, troisième, quatrième limp. Dans les deux cas, que ce soit open limp ou over limp, l'action est un call pré-flop dans un pot qui n'a pas encore été relancé hors des blinds. Et c'est extrêmement important de le préciser. Lorsqu'on est en small blind et que tout le monde a fold avant nous, si on décide de just call, alors ce n'est pas un limp, c'est un open complete, car on complète notre small blind. Et les fois où il y a eu un limp avant et que tout le monde a fold jusqu'à notre small blind, si on décide de just call, alors on parle d'over complete. On complète notre small blind dans un pot où il y a déjà eu un limp. Donc comprenez bien que si je m'efforce à faire la différence entre chaque play, c'est parce qu'ils sont tous différents. Alors dans cette vidéo, le but, ça n'est pas de vous parler de stratégie de limp ou de complete, mais de débunker ce mythe comme quoi les limp ou les complete, puisque c'est souvent mis dans le même sac, seraient des plays de fiche. Alors la première chose assez amusante, c'est qu'à l'heure où la tendance est aux stratégies full GTO, on considère toujours les completes de la small blind comme un move de fiche, alors qu'en soi, c'est 100% validé par le solver. En d'autres termes, compléter sa small blind est parfaitement correct, et c'est d'ailleurs une part non négligeable de la stratégie de small blind. Donc bizarrement, on entend parler de GTO à toutes les sauces, mais quand il s'agit de compléter sa small blind, tout le monde oublie que c'est GTO. Alors j'en vois déjà certains qui vont me dire « Oui, mais avec le rack, c'est préférable de directement relancer. » Et encore une fois, c'est complètement faux, puisque même avec un rack de NL10, il y a des completes en small blind. Et pas juste un peu, puisque c'est environ 10% de la range de small blind dans cette situation qui complète. Du coup, en partant du principe qu'on a déjà une range de complete en small blind, quand tout le monde a fold, il est quasiment certain qu'il est correct d'avoir une range d'over complete, c'est-à-dire de compléter sa small blind quand un joueur a limpé avant, sachant qu'on obtient une cote qui est encore meilleure. Donc, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Les complete en small blind ne sont pas un move de fiche, car on est capable de le prouver aujourd'hui grâce au solver. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est des limps? Pour les limps, c'est beaucoup plus complexe, car à l'heure actuelle, il est vraiment très compliqué de résoudre le préflop avec des limps, mais il y a fort à parier que si on avait la possibilité de le faire, il devrait probablement y avoir des limps dans nos ranges. Et concrètement, c'est quelque chose qui est devenu complètement standard en MTT et en spin. Donc en vrai, ça ne serait même pas étonnant qu'en cash game ce soit aussi le cas, même si les limps seront beaucoup moins présents dans les ranges puisqu'on joue beaucoup plus deep. Mais même sans parler de théorie, disons qu'à la table, il y a un joueur qui raise tout le temps, puis qui colle tout, mais que si on open, il va juste se contenter de call notre open. De manière exploitante, il est fort probable maintenant que limp avec des mains très fortes soit une bonne option, puisqu'on est sûr qu'on va pouvoir le 3-bet et qu'on va probablement pouvoir jouer pour un pot plus gros que si on avait ouvert pré-flop. Autre exemple avec des overlimp cette fois-ci, imaginons qu'un joueur récréatif décide de limp et que ça fold jusqu'à nous au bouton. On sait que les joueurs en blind sont plutôt passifs, donc ils ne vont raise que lorsqu'ils auront une main légitime, et on a une main qui a un certain potentiel à jouer IP contre un fiche,
mais qui est trop light pour pouvoir jouer un gros pot. Donc disons qu'on a quelque chose comme Roi 5 off, 5-6 off ou Dame 8 off, peu importe. Avec l'information comme quoi les joueurs en blind sont très passifs, alors il devient fortement probable qu'Overlimp, pour jouer le coup IP dans un pot très small où on va pouvoir faire parler notre edge post-flop et exploiter le récréatif, soit une très bonne option. Donc on se rend compte qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi figées que ça. Et même si pendant des années, on a supposé que si on voulait rentrer dans un coup, il fallait le faire de manière agressive uniquement, on se rend compte aujourd'hui avec les avancées technologiques que ce n'est pas tout à fait vrai. Et pourtant, il est encore largement admis que l'imp au sens large est réservé aux fiches. Mais en vrai, il est fort probable que l'imp soit une option stratégique viable et théoriquement correcte. Donc voilà, il y a encore probablement plein de mythes auxquels je pourrais m'attaquer, mais je pense que c'est déjà très bien pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est la norme et que c'est largement admis par la majorité que c'est nécessairement vrai. Je vous conseille vivement de toujours prendre un peu de recul sur ce qui se fait et ce qui se dit, et de faire vos propres analyses afin de vérifier par vous-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est toujours d'actualité et ce qui ne l'est plus. Parfois, ce ne sera pas possible de démontrer qu'une croyance est vraie ou fausse, mais avec le temps et les avancées technologiques, il est important de ne pas rester figé sur des croyances ou des pratiques juste parce qu'elles sont historiquement admises comme standards. C'est d'ailleurs le cas de plein de théorèmes inventés avant l'ère des solvers, comme le théorème de Beluga, le théorème du Yeti, etc., qui aujourd'hui s'avèrent complètement faux. On peut démontrer avec les données de la population que ces théorèmes ne sont plus du tout d'actualité. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à la partager. Et si vous avez d'autres mythes qui vous viennent en tête et qui vous semblent faux, mettez-les en commentaire et j'essaierai de les débunker dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite good luck au table et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.